Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder au-delà des gros titres et des discours officiels. On va décortiquer ce qui anime vraiment les personnalités qui sont en train de façonner notre monde. La plupart du temps, quand on analyse les décisions des grands leaders, on parle de géopolitique, d'économie, d'histoire, mais et si la vraie clé se trouvait ailleurs, si elle était cachée, juste là, sous nos yeux? C'est sûr que ces facteurs-là sont importants, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas les réactions qui semblent imprévisibles, les rivalités qui deviennent super intenses ou les alliances qu'on n'aurait jamais vues venir. Surtout, ça ne nous révèle pas le pourquoi profond derrière leurs gestes. Non. La vraie clé, la variable qu'on oublie bien trop souvent, c'est la structure psychologique même de ces décideurs. Ok, alors on plonge. Pour vraiment comprendre ce qui motive un leader au fond de lui, on va utiliser un outil d'analyse vraiment puissant, l'énéagramme. Oubliez tout de suite les tests de personnalité qu'on trouve dans les magazines. L'énéagramme, c'est pas ça. C'est une carte détaillée de la psyché. Ça nous montre ce qui se passe sous la surface, les moteurs inconscients qui dictent la façon dont un leader perçoit le monde et surtout, comment il y réagit. En gros, le modèle s'organise autour de 3 centres d'intelligence. Chaque personne, et donc chaque leader, en a un qui est dominant et ça vient teinter absolument toute sa vision du monde. D'abord, on a le centre instinctif, le cerveau des tripes, si on veut. Les leaders qui fonctionnent à partir de là, pensez à un Vladimir Poutine par exemple, voient le monde en termes de pouvoir, de territoire, de contrôle. Leur énergie est ancrée dans l'action, dans la protection de leur autonomie, et l'émotion qui est toujours là, en arrière-plan, qu'elle soit visible ou pas, c'est la colère. Ensuite, il y a le centre émotionnel, le cerveau du cœur. Ici, tout, mais absolument tout, tourne autour de l'image, des relations et de la reconnaissance des autres. Un leader comme Emmanuel Macron, c'est l'exemple parfait. Sa motivation profonde, c'est pas juste de réussir, c'est la perception de sa réussite. C'est le besoin d'être vu comme quelqu'un de précieux, d'indispensable, qui guide ses actions. Et finalement, le centre mental. Ces leaders-là, comme un Elon Musk, analysent, planifient, anticipent, tout ça pour gérer une peur qui est fondamentale chez eux. Ils se servent de la stratégie et de la logique pour essayer de sécuriser leur environnement, pour naviguer dans un monde qu'ils perçoivent comme potentiellement menaçant. Bon, à cette théorie, mettons ça en pratique et allons voir comment ce cadre-là nous aide à décoder des figures qu'on connaît très bien. OK, ce qui est fascinant ici, c'est qu'on a 2 leaders qui partagent la même base instinctive, le type 8, mais qui l'expriment de façon complètement opposée. Trump, avec une grosse influence de son côté type 3, est expansif. Il a besoin d'admiration, il utilise l'agressivité pour jamais avoir l'air vulnérable. Poutine, lui, est plus froid, beaucoup plus stratégique. Son énergie est tournée vers le contrôle, vers l'anticipation des menaces. C'est la même quête de pouvoir, mais manifestée de façon beaucoup plus mentale et réservée. On s'en va en Europe maintenant. J'ai cette petite phrase, Startup Nation. Ça résume à la perfection la personnalité d'Emmanuel Macron. Macron, c'est l'archétype du type 3, le battant. Son leadership est centré sur les résultats qu'on peut mesurer, la transformation rapide et une image gérée au corps de tour. Son fameux « en même temps », c'est pas juste un tic de langage, là. Non, c'est la stratégie même du type 3 qui s'adapte constamment pour plaire à tout le monde et pour maintenir son image de succès. Et là, on a l'énergie du type 7 dans toute sa splendeur. Elon Musk est poussé par une sorte de gourmandise mentale. Il doit constamment jongler avec plusieurs projets grandioses pour fuir l'ennui et la contrainte. On le voit bien ici, c'est ce besoin de toujours repousser les limites, de toujours avoir une nouvelle option excitante pour échapper à ce qui pourrait ressembler à de la souffrance ou à une imitation. OK, mais maintenant la question qui tue. Qu'est-ce qui arrive quand tous ces profils psychologiques si différents sont forcés d'interagir ensemble sur la scène mondiale? Bon, le point crucial, il est ici. Cette matrice nous montre les zones de friction qu'on peut quasiment prédire. Un affrontement entre 2 types 8, comme Trump et Poutine, c'est un choc d'ego qui peut facilement mener à l'escalade. Un type 3, comme Macron, qui focus sur l'image, face à un type 1, comme Keir Starmer, qui focus sur les règles, ça risque de créer une incompréhension totale. L'un vend une vision, l'autre applique une procédure. Ça ne peut que coincer. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Est-ce qu'il y a une voie pour arriver à un leadership qui serait plus conscient, peut-être plus efficace? Ce que l'énéagramme nous apprend, c'est que chaque type de personnalité est comme tiré par une passion dominante, un moteur émotionnel qui part tout seul, de façon réactive. Pour le type 8, c'est l'excès, la luxure. Pour le 3, c'est la vanité, le mensonge à soi-même. Pour le 7, c'est la gourmandise. Ces passions-là dictent leur réaction par défaut. Et c'est ça, la clé.
Le chemin de croissance pour un leader, c'est pas de nier sa personnalité, c'est de la transcender. C'est de passer du moteur réactif de la passion à la réponse consciente de la vertu. Un leader de type 8, qui passe de l'excès à l'innocence, c'est-à-dire à une certaine vulnérabilité assumée, devient un vrai protecteur. Un type 3, qui passe de la vanité à la vérité, devient authentiquement inspirant. Au final, le but, c'est pas de juger ces personnalités ou de les mettre dans des boîtes. C'est de réaliser que la conscience de soi, c'est peut-être la compétence ultime en leadership. Un leader qui comprend ses propres filtres, ses propres parts, ses propres moteurs inconscients, il est pas mal mieux équipé pour naviguer dans la complexité de notre monde. Ça laisse songeur, non? Dans un monde où les décisions d'une seule personne peuvent avoir des conséquences pour toute la planète, peut-être que le travail le plus important pour un leader, ça se passe pas sur la scène mondiale, mais bien à l'intérieur de lui-même. Merci d'avoir suivi ce décryptage.